Vous écoutez Inspira, un balado sur la passion, la créativité et la société. Produit par le Collège La Salle et animé par Stéphane Leduc. Bienvenue dans l'univers d'Inspira. Bonjour, bienvenue à Inspira, un balado où l'on reçoit des gens dynamiques et passionnés, comme notre invité, Océane Stanislas, qui est responsable des achats mode femme chez Simons, un poste important et crucial. Et ça va être intéressant de discuter sur cet aspect parce qu'il y a beaucoup de responsabilités et peut-être un peu de pression. Bienvenue, Océane, à ce balado. Oui. Je suis en compagnie de deux étudiants en commercialisation de la mode, Miguel Lavergne et Édric Moisan. Océane, dis-moi, pour commencer, tu as fait des choix de société. Tu n'as pas de voiture, tu es végétarienne, mais pour toi, la mode, c'était ce que tu voulais conserver. Parce que tu dis que tu ne peux pas t'en passer vraiment. Non, pas vraiment. Pour moi, c'est une des multiples expressions créatives de l'humain. Donc, on adore créer des choses et je pense qu'on adore infuser nos personnalités, notre créativité dans ce qui est fonctionnel, ce dont on a besoin. Et la mode, c'est un très bon exemple. Surtout en ce moment, ça fait du bien d'avoir de la beauté, de la créativité tout autour de nous. C'est une chose qui t'a habité tout le temps, tu dirais? La beauté, la créativité, oui. Oui, j'ai fait des études en histoire de l'art et en art visuel et en design. Donc, oui, vraiment. C'est quand, dans ton parcours, avant d'arriver à ce poste, et tu le soulignais, que tu as étudié en design et en histoire de l'art. C'est pas le parcours habituel pour devenir acheteuse, pas tout à fait. S'occuper des collections. Il y a de multiples multiples parcours pour être acheteur. Vraiment, c'est un métier où je rencontre des gens de tous les horizons. C'est très rare que les acheteurs aient un parcours linéaire parce que c'est pas un métier qui est très connu. En général, on pense dans les métiers de la mode aux designers, aux créateurs, on pense à la commercialisation, on pense... c'est très rare qu'on aille jusqu'au retail et jusqu'aux métiers qui sont derrière l'approvisionnement. Mm-hmm. Et donc c'est un métier que j'ai appris, moi, dont j'ai appris l'existence vraiment sur le tard. Et c'est un peu une réorientation que j'ai fait, ouais. Donc, j'avais déjà toutes les connaissances, plus de connaissances au niveau de l'histoire, de la mode, la créativité, les arts, tout ça. Donc, j'ai pu balancer un peu ces connaissances-là avec une expérience réelle en opération, en gestion. Et c'est aussi une façon d'arriver dans le métier, ouais. Ce serait quoi, selon toi, les qualités requises pour occuper ce poste? Qu'est-ce qui est essentiel? Essentiel à un acheteur, oui. La planification, être extrêmement organisé, extrêmement analytique, beaucoup d'humilité. L'humilité, c'est très important. C'est un métier qui change constamment. Quand on a l'impression qu'on a compris quelque chose au niveau de la mode, c'est déjà du passé. Il faut toujours anticiper. Donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit, cette humilité de savoir se tromper, de continuer d'apprendre, d'avoir les yeux, les oreilles ouvertes pour surtout découvrir les nouveaux créateurs, découvrir les nouvelles tendances et vraiment absorber et ensuite se servir de tout le côté analytique pour cimenter les choix et vraiment prendre les bonnes décisions. C'est un métier de décision, les achats, de planification et de décision. Cédric voulait justement aborder un de ces aspects qui est un des défis. Oui, c'est justement par rapport aux principaux facteurs que, en fait, vous prenez en compte lors des sélections de fournisseurs pour l'entreprise Simons. Puis, c'est comment que tu assures que ça a vraiment un alignement avec la vision de la maison Simons? En fait, ça vient beaucoup avec l'expérience. On commence pas tout de suite à un poste à responsabilité. On apprend dans son poste. Donc, on apprend aussi à connaître notre cliente, notre clientèle. Et c'est ce qui permet de faire des choix de plus en plus éclairés. Et aussi, évidemment, on est à l'écoute de plein d'indices que nous envoie notre clientèle à travers ses choix, à travers la réponse qu'elle fait à nos assortiments. Et ça permet vraiment de guider les choix, guider la mise en marché et les achats. On va peut-être donner des exemples. Il y a des collections qui se sont ajoutées, entre autres Margiela, que j'aime beaucoup. Et ça s'est ajouté aux collections chez Simons. Comment se fait ce choix? Comment tu as déterminé que c'était le bon moment pour vous d'avoir cette collection? Alors, c'est évidemment des longues négociations. Et puis, c'est surtout, on évalue l'espace qu'on a aussi, l'espace qui est disponible. Quand on amène des nouveaux acteurs, on transitionne des acteurs un peu plus qu'on considère un peu plus vieillissants, donc des marques qui ont un peu
qu'on est prêt à transitionner. Donc voilà, c'est vraiment une question beaucoup de timing. Margiela, c'est une marque on rentre dans une ère où les choix vont être un petit peu plus précis. Les gens ont peut-être moins d'argent à dépenser pour la mode. Donc, quand ils vont faire leurs choix, ils vont faire des choix qui sont précis, qui sont intelligents. Et je pense que des marques très intemporelles comme Margiela, des grandes maisons qui ont fait leur marque, c'est assez facile de décider d'acheter une pièce de chez Margiela. C'est une pièce qui va durer, qui a vraiment toute une histoire, un savoir-faire derrière qui apporte vraiment une plus-value. C'est sûr. Il y a Isabelle Marant aussi que vous avez Isabelle ajoutée, Marant aussi, qui est très prisée et qu'on ne trouvait pas facilement 24. À Montréal. Non, exactement. En fait, c'était un peu ce choix aussi d'offrir des choses qu'on ne trouve pas forcément facilement, de se différencier au niveau de l'assortiment. Et Isabelle Marant, on est très, très content. Il y a un côté très féminin, très boho. Le savoir-faire, en fait, Isabelle Marant adore le savoir-faire, les artisans. Donc, il y a tout ce côté très travaillé dans certaines des pièces qui est vraiment génial, avec ce côté facile à porter, pas intemporel, parce que c'est vraiment une personnalité particulière, Isabelle Marant, mais ça traverse le temps, on le voit, ça fait plusieurs années que sa maison a beaucoup de succès. Je pense qu'il y a aussi cette idée que dans un contexte peut-être un petit peu plus lourd, des fois on a envie de vêtements qui sont vraiment très agréables à regarder, agréables à toucher, agréables à porter. Donc pour moi, c'est vraiment ça, Isabelle Marant. C'est un peu l'enfant terrible qui porte ce qu'elle veut. Donc, c'est à la fois suivre les courants, voir les marques qui perpétuent un savoir, qui perpétuent aussi, qui sont très présents dans l'actualité, mais c'est aussi, j'imagine, qu'il y a des compromis à faire parce que certaines boutiques ont déjà ces collections, vous ne voulez pas nécessairement répéter, ou c'est une autre section de la collection. Comment tu procèdes dans tous ces choix? C'est comme un gros puzzle. On construit son assortiment en fonction des choix de la clientèle, en fonction des affinités du marché, mais aussi en fonction de l'air du temps. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est sûr que les grandes marques, en général, se basent beaucoup sur une certaine exclusivité de leurs produits pour justifier un certain prix, pour justifier un certain désir aussi de la clientèle. Donc, quand on achète une certaine pièce, on n'a peut-être pas non plus envie de voir plusieurs personnes porter la même chose. Donc, il y a cette idée d'exclusivité, de rareté, donc ils contrôlent beaucoup le marché. Ça fait partie de la stratégie, ouais. Donc, c'est pas un jour on se réveille et on décide d'aller acheter une nouvelle marque. C'est des choses qui se font à travers beaucoup de négociations, la construction d'une relation, d'affaires, etc., etc. De la relation, c'est bien d'en parler parce que l'aspect humain qu'on croit disparu, où tout se négocie sur Internet ou sur un chat, il y a quand même ce rapport d'un lien que tu vas aller développer en allant à Paris, tu vas à Milan aussi, je crois, et même ailleurs, pour rencontrer à la fois les représentants de ces entreprises. Il y a un lien de fidélité qui s'établit et de confiance aussi. Oui, tout à fait. C'est beaucoup les humains qui sont derrière la mode. Vraiment, il y a toujours ce côté relation, de développer cette confiance parce que c'est un partenariat qu'on développe. Donc, il faut s'assurer que des deux côtés, on a posé les bonnes questions, on a établi des bases solides pour avoir des partenariats qui sont évidemment profitables et positifs et dans le long terme et dans la durée, oui, absolument. Tu aimes bien encourager la relève aussi. Je pense que ça fait partie de ta personnalité. Oui, et j'aimerais bien parler de cette jeune créatrice dont j'ignorais l'existence avant que tu m'en parles, qui est Jeanne Friot. Qui s'est ajoutée, c'est aussi aux collections qu'on retrouve. Oui, absolument. Depuis cet automne, en fait, ça a été une découverte, Jeanne Friot, à travers le showroom de Sphère, qui est le showroom des jeunes créateurs de la Fédération française de la couture et de la mode. Et quand j'ai découvert son travail et que j'ai eu la chance d'échanger avec elle, en fait, parce qu'elle était sur place, ça a vraiment été une réalisation de son talent, de sa créativité, mais aussi de son désir d'exprimer quelque chose à travers la mode, une prise de position par rapport à la société, peut-être légèrement politique, mais sans tomber vraiment dans la critique frontale ou dans forcément la belligérance ou la colère. Il y a vraiment cette idée très positive de simplement utiliser la mode comme un message, comme un vecteur de message. Et ça, je trouvais ça très beau. Et en plus, elle le fait très bien parce que les vêtements sont très chouettes. Donc
c'est gagnant. Je vais laisser Miguel. J'espère que je n'ai pas trop empiété sur ces questions. Ah, pardon. En fait, j'ai pris les devants un peu. Non, je veux savoir comment vous faites pour convaincre des grandes marques comme Balmain, Maison Margiela, comme on en avait parlé, de participer au succès de Simons, plus précisément Indisto. Comment on fait pour les convaincre? Comment on fait? Wow. C'est une grande question. C'est vraiment large comme dossier. En fait, c'est tout le secret du métier, malheureusement. C'est ce qu'on veut savoir. Tout est dans les relations humaines, Okay. dans la négociation, l'échange, de s'assurer qu'on répond à certaines de leurs attentes en termes de représentation. En général, les marques aiment bien être à côté d'autres marques avec lesquelles ils sentent une certaine affinité. Donc, ça fait partie ça fait partie de l'équation. Et si c'est pas trop indiscret, est-ce qu'il y a déjà une marque qui vous a refusé de participer? Mais non, tout le monde veut travailler. Tout le monde? Les portes s'ouvrent. C'est le fun. Il y a sûrement un travail de patience aussi, parce qu'on peut se faire dire non une fois, mais quelques années plus tard aussi, justement, ce lien s'est développé et là, la collaboration va commencer. C'est plus des fois, c'est plutôt une question de timing. En fait, on n'a pas la place. On n'a pas la place, on n'a simplement pas. Donc, il faut planifier des années en avance, de dire, ce ne sera pas pour cette saison, ça va être pour dans tant de saisons. On va travailler. C'est aussi long que ça. Il y a des marques que je peux voir pendant des années avant que ça. Quelle est la part d'instinct dans tout ça? Parce qu'il y a un certain sens des affaires, d'être visionnaire un peu. Ouais. Moi, je suis toujours curieux de cet aspect parce que je croise beaucoup de gens rationnels, mais ce que j'aime de la mode, c'est qu'il y a un côté parfois un petit peu moins rationnel qui se perd malheureusement parce qu'on sait que le marketing prend le dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a une part d'instinct malgré tout? Oui, oui, évidemment. Mais après, c'est là où il faut écouter son instinct, mais il ne faut pas se laisser guider par son instinct. C'est-à-dire que l'instinct nous donne certains indices et c'est à nous de travailler cette écoute pour dire, OK, justement cette petite chose qui se passe, d'être intrigué par quelque chose, de ne pas bien comprendre quelque chose. Il y a toute une information à aller chercher, à analyser pour ensuite traduire cet instinct-là dans des choix profitables, dans des choix éclairés et planifiés. Ouais. Tu encourages la relève avec certains choix, mais aussi les créateurs québécois. Oui, et ça tient à cœur. Et c'est ce qui est merveilleux d'avoir quand même un siège social qui est à Québec. Absolument. Et qui a cette sensibilité. Il y a eu Marie-Ève Le Cavalier, entre autres. Denis Gagnon, ça se poursuit depuis plusieurs années. Ça aussi, ça tient à cœur, cet aspect de promouvoir le talent d'ici. Oui, évidemment, c'est parce que c'est normal, ça fait partie de la culture, donc il faut absolument le représenter, surtout qu'il y a un souffle créatif quand même assez impressionnant, donc c'est toujours bien de pouvoir le donner une visibilité aussi, et puis peut-être travailler aussi à être un petit peu plus flexible sur la façon. Donc, c'est pas des groupes ou des marques qui sont très grandes, qui ont des grosses forces de production, des grosses forces de communication. Donc, c'est comment on s'adapte aussi de notre côté pour travailler à leur échelle aussi et offrir, par exemple, des opportunités de collaboration, comme on a fait avec Marie-Ève. Où, par exemple, on est le seul client de Denis Gagnon aujourd'hui en commerce de détail. Donc, c'est sa boutique et nous. Donc, c'est bien de pouvoir vraiment travailler au rythme des créateurs aussi quand on a la chance de le faire. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, comme avec Denis, vous avez ce lien direct. Vous pouvez l'appeler rapidement et avoir un retour aussi. Tout à fait. De s'adapter. Et c'est une chance, exactement. Et il faut savoir aussi profiter de ces opportunités-là, bien sûr. Cédric, tu avais toi aussi une autre question. Ouais. Est-ce que tu es capable de m'expliquer comment que tu collabores avec l'équipe de marketing? Parce que nous, étant justement élèves en marketing, tout ça, on veut en apprendre plus. Mais comment que, entre les deux équipes de toi et les équipes de conception et de marketing, que vous êtes capable de garder une certaine cohérence avec... en fait, comment tu es capable de garantir la cohérence avec le succès de la collection du vêtement? Fait qu'admettons, comment tu es capable avec ton équipe marketing de garantir qu'il va y avoir un succès à ça? C'est une grande question, c'est très large aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Je vais essayer de répondre. En fait,
un peu comme les réunions de merchandising, on a ces réunions avec le marketing où on décide qu'est-ce qu'on veut pousser dans la saison, qu'est-ce qu'on a acheté, qu'on veut vraiment mettre de l'avant, qu'on a des choix à faire. Évidemment, on ne peut pas donner autant d'espace à tous les créateurs, toutes les pièces qu'on achète. Et donc, c'est de décider d'un calendrier ensemble et de voir qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, à quel moment et avec quelle force. OK, ouais. Donc, beaucoup de discussions et d'échanges. Ah oui, bien sûr, c'est un travail d'équipe. Et en fonction des choix que tu auras fait. Parlons de Edito par Simons, qui est créé il y a quand même pas très longtemps, sur lequel, ce qui est bien, c'est l'aspect créatif au sein même de la compagnie, mais qui complète aussi, j'imagine, les collections que vous achetez à l'extérieur. Oui, en fait, la marque propre Simons, c'est le cœur de la maison Simons. C'est vraiment une force de production, une force créative aussi, d'amener vraiment ce produit distinctif à la clientèle. Et donc, quand l'idée a germé de travailler sur une capsule plus haut de gamme, donc Edito, on a vraiment voulu amener cette force de production qui distillerait un petit peu une collection capsule qui s'arrimerait à la sélection designer plus haut de gamme dans la femme. Donc un peu comme le complément parfait de l'achat designer. Donc, par exemple, je ne sais pas, ça peut être des choses que je n'ai pas vues pendant ma saison d'achat, où je me dis, il y a vraiment un besoin ici que je n'ai pas réussi à combler. Donc, on va le créer de toutes pièces pour notre clientèle. Donc, c'est vraiment quelque chose de très accréditif pour elle. Ouais. Donc, c'est une équipe de design au sein même de l'entreprise. Oui, tout à fait. Ouais. Qui va trouver des fournisseurs, qu'il faut trouver les matières. C'est vraiment le travail comme une petite maison de couture. Mais c'est le cœur de Simons, oui, bien sûr. Et cet aspect-là doit être très stimulant aussi parce que ton œil devient, avec les années, tu as une acuité, je présume aussi, et tu connais bien la clientèle. Exactement. Donc, j'essaye de réconcilier tout ça et d'offrir le meilleur de mon expertise, de l'expertise de l'équipe. On met tout ça ensemble et sur une collection quand même assez réduite. On a entre 10 et 12 pièces en général. Oui. Et si ça fonctionne bien, vous allez continuer à le développer, j'imagine. Oui, vous êtes content. Il y avait définitivement un besoin, ça c'est sûr. On sait qu'il y a 16 magasins Simons à travers le Canada. Oui. Est-ce qu'on doit se préoccuper, ou du moins, est-ce que les tendances ou les achats sont très différents d'une province à l'autre, entre Vancouver et Montréal et Québec aussi? Dans le département des designers dont je m'occupe, dans la femme, oui, on a un assortiment qui est distinctif par magasin. Ouais. Mais ce n'est pas le cas de la majorité de l'offre. La majorité de l'offre est la même dans tous les magasins pour assurer une uniformité dans l'expérience. Mais on a réalisé qu'au niveau des créateurs, il y a vraiment une valeur ajoutée à être un petit peu plus précis dans l'offre qu'on développe par marché. Peut-être avant de se laisser, on a le temps de parler des grandes tendances que tu as remarquées et observées, celles qui peut-être te plaisent le plus. Oui, bien sûr. Et qui t'ont marqué, ce serait pour le printemps 24. C'est sûr que moi, j'adore le costume, j'adore le complet, j'adore la sophistication des vêtements un petit peu plus construits. Donc ça, je ne suis pas déçue. Il y en a beaucoup pour le printemps. On a vu beaucoup de sophistication et de travail dans les matières, dans les formes. Pour tout ce qui est tailoring, suiting et tout ça. Après, le cuir revient en force. Je sais, c'est le printemps, donc c'est surprenant, mais oui, il y a vraiment un moment pour le cuir. Et à l'opposé de ça, il y a cette espèce de tendance hyper féminine avec de la transparence, du romantisme. Donc c'était une saison tout en contraste que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de travail sur le volume aussi. J'ai trouvé ça très, très chouette. Non, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Une chose aussi qui t'avait frappé, tu m'avais mentionné que comment la mode non-genrée était intégrée maintenant et moins séparée comme un phénomène j'ai remarqué inquiétant. À Paris surtout. En fait, il y a plusieurs créateurs dans la maille, dans le jersey, qui font des tailles unisexes et qui maintenant les présentent et dans l'homme et dans la femme de façon assez globale. C'est-à-dire qu'on ne différencie dans certains magasins quand même assez connus. Il n'y avait pas forcément cette différenciation entre l'offre homme et l'offre femme. Elles étaient remises ensemble. J'ai trouvé ça assez chouette, assez audacieux. Oui, et que ce soit plus considéré comme quelque chose de provocateur complètement. Ou dérangeant, au contraire, que ça s'intègre. Absolument. Il y a des marques comme Ami qui nous ont habitués à ça. Acne Studio nous a habitués à ça. Donc, on commence à le voir de plus en plus et ça devient de plus en plus naturel, disons. Et cette tendance du quiet luxury. Le fameux quiet luxury. Est-ce qui te plaît? Est-ce que ça correspond à toi? C'est un peu ce que tu portes aujourd'hui. Vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Bon, après, je sais il y a toutes sortes de couches dans le quiet luxury.
ma créatrice préférée, c'est Chitose Abe chez Sakai. Donc, évidemment, j'aime beaucoup les vêtements très construits. Donc, c'est là où je m'éloigne un peu. Mais je comprends tout à fait ce désir d'une clientèle de, si elle investit sur une pièce, de vouloir s'assurer que c'est une pièce qu'elle va pouvoir porter longtemps, qu'elle va pouvoir styliser de plein de façons différentes, qu'elle va pouvoir, mélanger avec plusieurs autres pièces de sa garde-robe. Donc, cette idée de versatilité, d'intemporalité, ça résonne beaucoup, je trouve. Et je pense que c'est ce qu'on arrive à faire avec la capsule édito aussi, qui me réjouit. En terminant, est-ce qu'il y a un créateur que tu n'as pas réussi à avoir, que tu aimerais avoir un jour? Est-ce que ça, tu as le droit de nous dire? Non, je n'ai pas le droit de vous le dire. Ce sera le prochain épisode du balado. Exactement. Merci beaucoup, Océane, d'avoir partagé ton métier. C'est une belle découverte. Merci, Cédric. Merci, Miguel. Merci pour les questions, très chouettes. Merci pour tous ceux qui nous suivent. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve bientôt. Merci.